Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Damien Écorce qui dirige ICPE Conseil. C'est ça, Damien? Avec écorce avant. Avec Écorce avant, pardon. Est-ce que tu peux, toi, te présenter et présenter comment tu es arrivé à créer ta société, s'il te plaît? Donc moi je m'appelle Damien, donc je suis gérant et fondateur de cette société, qui a 3 ans maintenant. C'est une société que j'ai créée juste avant le Covid, donc 15 jours avant. Donc à cette époque j'étais avec mes œillères, j'étais loin de m'imaginer que le Covid était en train d'arriver. Et je suis devenu papa en même temps, donc ça faisait deux naissances en même temps. Et finalement, le confinement a été une bonne nouvelle parce que j'ai pu me reposer et rester avec ma fille le temps de finir la création de la société. Voilà. Donc, j'ai décidé de créer cette société. Donc, suite à mon envie d'entreprendre d'une certaine manière, les valeurs des sociétés pour lesquelles je travaillais en tant que salarié ne me correspondaient plus. Et donc, je voulais travailler en mon nom et à ma façon, d'une certaine manière, en créant cette nouvelle société qui est spécialisée en environnement et risques industriels. Donc, c'est un bureau d'études. La vocation de nos activités, c'est d'obtenir des permis de construire pour construire des usines pour nos clients industriels. Notre plus-value, c'est d'obtenir ce permis de construire en temps et en heure, parce que c'est assez compliqué en France. Et d'un point de vue technique, nos objectifs, ce sont aussi de limiter les impacts sur l'environnement de ces industriels et les risques industriels pour éviter des accidents majeurs comme récemment à Rouen, le fameux accident Lubrizol, ou plus historiquement des incidents comme AZF à Toulouse dans les années 2000, ou encore plus anciens, les fameux Céveso. Ok, Voilà. très bien. Alors, avant qu'on revienne un peu sur votre unicité, ce que tu proposes et à qui, donc je comprends que tu étais salarié, que tu n'étais pas forcément en phase avec les valeurs de l'entreprise, etc. Mais est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a fait passer à l'acte de la création de l'entreprise? Bon ben oui, il y a eu un vrai déclic parce que à l'époque où j'étais chez mon ancien employeur, donc j'avais plus d'ambition qu'un simple salarié, donc je leur avais proposé de créer une entité au niveau national pour continuer à développer les activités comme j'avais fait depuis 4 5 ans. Je vais générer quelques recrutements, donc c'était une micro-entreprise au sein de l'entreprise d'une certaine manière. Et donc c'était soit ils me donnaient les moyens de monter cette entité au niveau national, ou soit je me lançais dans la création de cette entreprise-là. Je leur avais laissé un délai de réflexion et j'étais prêt à temporiser sur mon projet d'entreprise s'il n'était pas forcément en ligne avec mes ambitions. Et finalement, ils ont fait un choix de politique interne de me laisser partir créer la société et ils m'ont aidé en me léguant du chiffre d'affaires. Et finalement, je suis en partie devenu sous-traitant de mon ancien employeur, mais euh, ça représente une très faible partie de mon chiffre d'affaires. Mais en tout cas, voilà, ils m'ont laissé également le portefeuille client. Et donc, j'ai pu lancer cette entreprise dans de très bonnes conditions. Tous les voyants étaient au vert à cette époque-là. Ok, intéressant. Super. Et donc aujourd'hui, tu disais que ce que vous proposiez, c'était autant pour des personnes qui veulent construire, mais tu parlais aussi de personnes qui ont déjà des usines, c'est ça? C'est deux facettes un petit peu différentes, non? Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Bien sûr, ouais. Donc, il y a notre métier, on peut intervenir de façon diverse et variée. Notre cœur de métier, c'est vraiment de partir d'un terrain à blanc où un industriel veut venir implanter son usine. Et donc là, on va travailler avec les services de l'État, les collectivités, tout un tas de personnes pour concevoir cette usine et à la fin, in fine, obtenir l'autorisation de construire, comme on pourrait le faire pour une habitation, une maison standard où faut un permis de construire. Dans le monde industriel, il faut un permis de construire, mais il faut également ce qu'on appelle une autorisation environnementale, parce que faut démontrer que l'usine ne va pas polluer l'environnement et ne va pas présenter des risques pour la population avoisinante. Ensuite, bon, il y a d'autres cas de figure où on peut intervenir, parce qu'en France, un industriel doit rendre des comptes par rapport à son risque de pollution de l'environnement, je dirais. Et donc, on intervient également pour des industriels qui ont des usines en exploitation ou bien qui veulent modifier ces usines ou qui ont des projets d'extension. Voilà. Ok, et c'est des usines qui ont un impact ou qui se demandent si elles ont un impact. On peut se dire que
tout industriel a un impact sur son environnement. À qui ça s'adresse précisément? C'est les secteurs d'activité? Alors, tu as très bien résumé. Un industriel a potentiellement des impacts sur l'environnement. Donc, dès qu'on veut construire quelque chose qui n'est pas un logement, une habitation ou bien un magasin, potentiellement, c'est une installation qui a un impact sur l'environnement. Et la réglementation en France qui gère toutes ces industries, on l'appelle la réglementation ICPE, donc installation classée pour la protection de l'environnement. Et dans cette réglementation-là, on peut très bien avoir un élevage de lapins, ou bien une chaudière à gaz dans un bâtiment HLM, ou bien une usine pétrochimique ou nucléaire, tout secteur d'activité confondu. Et c'est bien ça qui fait la richesse de notre métier, parce que toutes les semaines, on travaille pour des industriels complètement différents, des petits, des moyens, des gros, avec des secteurs d'activité variés. Donc ça peut être une pisciculture à saumon, ça peut être une usine qui fabrique des véhicules sans permis. En ce moment, on a ça par exemple. Et ça peut être un entrepôt logistique ou bien un élevage d'insectes. Donc, voilà, on apprend toutes les semaines. Ok, ça marche. Et en termes de taille d'entreprise, toutes les boîtes sont soumises à ces réglementations? Alors en règle générale, oui. Alors sauf je dirais quand c'est artisanal, on est en dessous les seuils de classement, donc on n'est pas concerné. Mais à partir du moment où on est une usine de production, en règle générale, on rentre dans ce champ d'application réglementaire. D'accord. Et alors, dans l'environnement actuel, on parle beaucoup de réindustrialisation. Est-ce que toi, tu vois ça? Est-ce que ça t'impacte? Est-ce que ça impacte le nombre de demandes que vous avez? Est-ce que tu peux nous donner ton regard là-dessus? Alors bien entendu, la réindustrialisation de la France, c'est quelque chose qui est au cœur de la politique de notre société, parce que notre rôle à nous, c'est de permettre justement aux industriels de venir s'implanter en France par rapport à d'autres pays. Et ce qui freine les industriels principalement à venir en France, c'est la lourdeur administrative et le planning des projets. Parce que en France, en règle générale, à partir du moment où l'industriel décide d'investir, on peut compter un délai de 3 à 5 ans jusqu'à temps qu'ils viennent emménager dans l'usine. Alors que dans d'autres pays limitrophes à la France, comme la Belgique par exemple, ou l'Espagne ou l'Italie, etc., les industriels peuvent aller beaucoup plus vite. Donc, ça ne va pas dans le sens de la réindustrialisation de la France. Donc, nous, quand on fait correctement notre travail, ça veut dire qu'on a optimisé le délai de réalisation des projets industriels. Ok. Et du coup, tu as une idée à peu près de ce que tu fais gagner aux entreprises ou c'est peut-être pas une question de temps, c'est peut-être une question d'argent. C'est quoi la valeur ajoutée par rapport aux clients qui passent par vous? Déjà, je ne sais pas si c'est possible de faire ce que vous faites pour un industriel tout seul. Comment ça fonctionne? Alors déjà, nous, on ne peut pas outrepasser la réglementation. On fait en sorte que la réglementation soit appliquée de manière optimale. Donc les industriels sont tout à fait au courant des délais imposés par la réglementation française, je dirais. Nous, notre rôle principal, je dirais, c'est de limiter le risque de retard des projets en fiabilisant les procédures d'instruction. Donc, nous, on va concevoir l'usine pour qu'elle soit plus facilement acceptée par les services de l'État. Ouais. On va aller rencontrer les services de l'État, leur parler, etc., pour fiabiliser l'instruction des dossiers, pour pas que ça prenne de retard. Et on a également un rôle où on va faire de l'optimisation technique et économique, parce que la réglementation française, elle a également un coût pour les industriels. Donc, on va faire en sorte que cette réglementation vienne s'intégrer dans le budget des projets et ne vienne pas remettre en question les procédés de fabrication pour ne pas bouleverser les bâtiments industriels tels que nos clients les imaginent à l'origine. Ok. Bon, et si on parle un peu de toi, donc tu disais que tu as monté l'entreprise il y a 3 ans, tu as commencé directement avec le Covid. C'est quoi ton plus grand apprentissage là, sur les 3 dernières années? Donc à relativiser, relativiser puis prendre son temps. Ce que j'ai appris, c'est que il ne faut pas que la croissance de la société, la croissance économique de la société soit un but en soi. Donc, on n'a qu'une vie et il faut aussi savoir prendre son temps, relativiser sur les choses. Et puis, si ça va pas aussi vite que ce qu'on imaginait, bah tant pis, c'est pas grave.
il y a plus grave. Ok. Mais donc, c'est vrai que l'année Covid, ça a été une petite frustration parce que ça a figé l'économie. Donc, j'étais pas forcément inquiet parce que grâce à la France, on a des aides quand même en tant que créateur de société, notamment les 2 premières années. Donc, il n'y avait pas d'inquiétude financière, surtout que mon activité n'est pas associée à des lourds investissements, c'est de la matière grise d'une certaine manière. Donc, j'étais plutôt serein par rapport à ça. Après, il y avait une certaine frustration parce que l'économie s'était arrêtée. Donc, bon, bah, voilà, c'était s'arrêter pour mieux repartir après. Ouais, ça marche. Est-ce que tu as déjà vu une évolution, toi, de ton rôle dans l'entreprise entre le démarrage où, donc je ne sais pas si tu as démarré tout seul et aujourd'hui où tu as une équipe, est-ce que tu vois une évolution dans ton rôle et est-ce que tu peux nous en parler? Ah bah bien sûr, ouais. Donc au départ, j'avais tous les rôles, je dirais, en tant que gestionnaire et créateur de la société, mais il fallait également que je fasse la production des dossiers d'une certaine manière. Donc je faisais tout à la fois. Et au fur et à mesure où j'ai réussi à recruter, le nouveau challenge que j'ai eu, c'est de former les salariés. Et le challenge de cette année, c'est d'arriver maintenant à maintenir l'effectif dans dans la société et à déléguer le plus rapidement possible pour que moi, je ne sois plus directement intégré à la production, mais plutôt à la supervision des dossiers pour que le niveau de qualité en sortie d'entreprise soit cohérent, homogène et de manière pérenne. La formation et du coup la gestion et le développement. Voilà. Ok. Et comment est-ce que, donc on s'adresse principalement à des dirigeants d'entreprise du Rhône, comment est-ce que la communauté là, qui nous regarde peut t'aider ou est-ce que tu as un appel à l'action vis-à-vis de nos auditeurs? Alors moi, ce qui me tient à cœur, c'est les mises en relation directes entre entrepreneurs, parce Ok. que je pense que quand on se connaît tous ensemble, on avance en équipe, on évite les mises en concurrence qui tirent nos métiers vers le bas, je dirais, et qui ne nous permettent pas de travailler dans de bonnes conditions, même si parfois la concurrence elle est saine, hein, j'en suis d'accord, mais souvent elle est quand même assez malsaine. Et je fais partie des entrepreneurs qui souhaitent que mon métier soit tiré vers le haut et qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions et offrir des bonnes conditions de travail aux salariés. Et pour ça, la meilleure façon de travailler que j'ai imaginée, c'est de travailler en réseau et en équipe. Ok. Donc, par des mises en relation directes entre entrepreneurs où on a des synergies entre nos activités, ça c'est super. Et c'est aussi pour ça que je sponsorise le monde du sport, parce que dans une équipe de sport, eh ben, tous les joueurs forment une équipe, notamment pour gagner. Mais toutes les entreprises qui sont sponsors autour de ces équipes sportives, à mon sens, forment également une équipe. Et on s'entraide également de la même façon. Voilà. Ok. Donc je Tu crois aussi, sponsorises quelle équipe tu veux mettre ou quel sportif tu veux mettre en avant? alors en ce moment, je sponsorise principalement le monde du vélo parce que je suis cycliste, donc je sponsorise le club de VTT de Corba Ok. et également le cyclisme sur route, donc je sponsorise le club de Lyon qui est maintenant dans l'équivalent de la Ligue 1 au niveau national. Et j'ai récemment sponsorisé un projet de Tour de France féminin, Ok. donc avec une amie donc qui défend les valeurs du cyclisme féminin. Et donc j'ai justement récemment fait une étape du Tour de France avec cette équipe-là de 10 filles qui font le Tour de France entier. Ce sont des super nanas d'une certaine manière. Et, ces sportives-là, je dirais, ont des valeurs de combativité, d'esprit d'équipe et de bienveillance qui me tiennent à cœur parce que quand on emploie également des sportifs comme ces filles-là, euh, c'est une façon pour nous en tant qu'entrepreneurs de monter des équipes qui sont solides euh, et pour l'avenir. Voilà. Ok, donc c'est intéressant. Donc, ça veut dire, un de tes appels, c'est peut-être en tant qu'entreprise d'aller sponsoriser les équipes à côté de chez nous dans les sports qui nous tiennent à cœur et peut-être aussi d'embaucher et de mettre dans nos entreprises des personnes qui sont impliquées dans le sport par rapport à tout ce que ça peut apporter à l'entreprise, c'est ça? Bon, bah exactement, ouais. Ça, c'est vraiment ma politique d'entreprise. Donc, je crois vraiment qu'avoir des sportifs en entreprise, en termes de management, c'est vraiment un point fort. Ok, ah, super, c'est intéressant. Souvent, on va voir des sportifs en conférence, mais effectivement, autant en embaucher. Et puis, je pense qu'ils en ont, c'est souvent dans la majorité des sports
un point hyper important qu'ils puissent avoir un boulot de manière sereine pour pouvoir pratiquer leur sport à côté et pas avoir de problématiques financières, quoi. Bah ouais, puis bah, moi je fais partie des personnes qui font du sport la semaine. Donc si je peux aussi permettre à mes salariés des temps de travail aménagés pour qu'ils pratiquent également leur sport la semaine, bah, ça serait super. Ok, super. Est-ce que tu as un dernier sujet que tu voulais aborder, une question que je t'ai pas posée? Et bah, et là comme ça, je pensais que c'était à moi de poser les questions. Donc, j'en ai pas. Ça marche. Bon, Bon, comment est-ce voilà, qu'on te contacte si jamais on veut travailler avec toi ou avec ton entreprise? bon, bah, par Internet, c'est facile, hein. Donc, c'est le site internet icpe-conseil.fr. Si vous tapez conseil en ICPE sur Google, bah, figurez-vous que normalement, vous devriez tomber sur mon site en premier. Et sachez que je ne paye zéro référencement Google. Donc voilà, Ça on marche. n'est pas obligé. Et donc, il y a mes coordonnées complètes sur le site internet. Et ça sera avec plaisir d'entrer en relation avec les entrepreneurs locaux Ok, ou et ben nationaux. super, on mettra les détails aussi dans la description de l'épisode sur notre chaîne. Et ben merci beaucoup Damien d'avoir répondu à mes questions et puis à très bientôt sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. À bientôt. Merci, Benjamin. Au revoir. Ciao.